Bienvenue au cours e-learning Force du module Théorie de l'entraînement, conditions physiques. Dans cette présentation, nous allons nous pencher sur les principes méthodologiques applicables à l'entraînement de la force. Nous allons traiter les différents types de force et les méthodes d'entraînement de la force maximale. Pourquoi entraîner la force et quels effets peut-on attendre d'un entraînement régulier de la force? L'entraînement de la force augmente la masse corporelle active et celle-ci augmente à son tour l'activité métabolique et la dépense énergétique. L'entraînement de la force est donc la meilleure méthode pour éliminer la graisse superflue et conserver une silhouette attrayante. Un entraînement de force bien conçu améliore la commande neuronale du système musculaire. Les muscles, toujours prêts à fonctionner grâce à une commande optimale et des réflexes intacts, jouent un rôle important pour la prévention des accidents et des blessures. Que ce soit au quotidien ou dans des situations extrêmes, la musculature bien entraînée est en mesure de remplir sa fonction protectrice de manière optimale. C'est pourquoi l'entraînement de la force est tout aussi important dans le sport de loisir et le sport des aînés que dans le sport de performance. La musculature protège et stabilise les articulations et la colonne vertébrale. C'est pourquoi l'entraînement de la force ne sert pas seulement à optimiser la performance, mais avant tout à améliorer la tolérance à l'effort. Plus l'appareil locomoteur et de soutien résiste à l'effort, plus il nous est facile de supporter des charges dans le sport. Un bouclier musculaire bien construit peut prévenir les blessures et protéger le corps de dommages éventuels en cas d'accident, et avec un peu de chance. L'entraînement de la force ne sollicite pas seulement la musculature, les os sont également soumis à des stimuli d'effort qui ont des effets très positifs. L'entraînement de la force provoque une augmentation de la masse osseuse et une adaptation fonctionnelle de la structure osseuse. De ce fait, le squelette résiste mieux aux charges et le capital de masse osseuse protège d'une perte précoce de tolérance à l'effort. C'est pourquoi l'entraînement de la force, dès la jeunesse et jusqu'à un âge avancé, constitue la meilleure prévention de l'ostéoporose. Nous établissons une distinction entre souplesse active et souplesse passive. Un entraînement de la force régulièrement complété par un entraînement de la souplesse améliore les prédispositions pour l'entraînement de la vitesse et de la technique. Des dysbalances neuromusculaires peuvent survenir lorsque notre système locomoteur est sollicité de manière unilatérale dans la vie quotidienne ou dans le sport, occasionnant ainsi souvent des blessures. Avec un entraînement de la force associé à un étirement systématique, nous pouvons prévenir les dysbalances musculaires. Une musculature bien développée et une tension corporelle équilibrée ont un effet indirect sur notre assurance et notre estime personnelle. C'est pourquoi l'entraînement de la force aide aussi à se montrer plus sûr de soi et plus convaincant et à utiliser ce potentiel dans la vie quotidienne comme dans le sport. L'entraînement de la force crée de bonnes conditions pour concevoir des loisirs variés et accéder à de nombreuses activités de loisirs attrayantes. Un entraînement de la force régulier influence notre bien-être psychique et physique et peut contribuer en grande partie à maintenir notre santé et notre capacité de performance jusqu'à un âge avancé. La force est un terme de physique qui se définit ainsi. La force est égale à la masse multipliée par l'accélération. La force d'attraction terrestre d'un haltère de 10 kg est de 100 Newtons. Nous utilisons le terme de force au sens physique et son unité de mesure, le newton, lorsque nous voulons mesurer une performance que nous réalisons, par exemple, sur un vélo ergomètre. La force humaine se manifeste sous différentes formes. La force humaine est la capacité à développer une tension, à vaincre des résistances, à accomplir un travail et à réaliser des performances. Nous établissons une distinction entre la force maximale, la force vitesse et la force endurance. La force vitesse englobe la force de démarrage, la force explosive et la force de réaction. La force endurance est la capacité à résister à la fatigue lors d'un travail musculaire engageant la force. C'est pourquoi nous classons la force endurance dans le registre de l'endurance. La musculature du squelette forme un organe complexe.
Son activité est contrôlée et régulée par le système nerveux. Pour son travail de régie, le système nerveux central a besoin d'informations précises. Celles-ci lui sont transmises par son environnement et surtout par l'appareil locomoteur et par la peau. Les informations fournies par l'appareil locomoteur et par la peau sont transmises au système nerveux central par les fibres nerveuses afférentes. Elles sont générées par des capteurs de mesure présents dans les muscles, les tendons et les articulations. La musculature du squelette constitue 30 à 45% de la masse corporelle et elle détermine en grande partie l'apparence humaine. Elle capitonne les structures externes et protège les organes internes. Les muscles transforment l'énergie chimique en énergie mécanique avec une efficacité d'environ 20% et produisent ainsi la chaleur dont notre corps a besoin pour maintenir sa température de fonctionnement. Les muscles et les tendons sont composés d'éléments contractiles et élastiques. La force peut être améliorée par trois différentes mesures: l'augmentation de la masse musculaire, l'amélioration de la coordination intramusculaire et l'amélioration de la coordination intermusculaire. L'augmentation de la masse musculaire se traduit par l'épaississement des fibres musculaires existantes. Et l'augmentation de la masse musculaire entraîne inévitablement une augmentation du poids corporel. La seconde manière d'augmenter la force consiste à améliorer la coordination intramusculaire. En conséquence, le système nerveux peut activer, lorsque la force est mobilisée, plus d'unités motrices simultanément. En outre, la force de contraction des unités motrices s'accroît parce qu'elle est stimulée plus fortement par les nerfs moteurs, c'est-à-dire les motoneurones. L'amélioration de la coordination intramusculaire repose donc sur une amélioration de la capacité de recrutement et de synchronisation ainsi que du potentiel de fréquence. Une meilleure coordination intramusculaire permet par exemple à un sauteur en hauteur de générer une très grande force explosive sans qu'il doive transporter une masse musculaire excessive au-dessus de la barre. Que ce soit dans le sport ou dans la vie quotidienne, les muscles ne travaillent jamais seuls et séparément, mais toujours groupés en de plus grandes unités fonctionnelles, généralement comme tenseurs ou fléchisseurs. L'interaction de ces unités fonctionnelles est désignée sous le nom de coordination intermusculaire. Il s'agit surtout d'une harmonisation optimale de la motricité statique et de la motricité cinétique. En améliorant la coordination intermusculaire, nous pouvons mieux coordonner la tension et le relâchement, mieux mobiliser la force de chacun des muscles et utiliser notre énergie de manière plus économique. Dans l'entraînement, tout particulièrement dans l'entraînement de la force, l'objectif détermine la méthode. Si nous voulons augmenter la masse musculaire, nous réalisons un entraînement à visée hypertrophique. Nous choisissons pour cela une charge qui correspond environ à 60 à 80% de la répétition maximale dynamique, 1 RM, et effectuons des mouvements lents de façon à ce que les muscles soient soumis à une grande tension pendant 90 à 120 secondes environ. Si nous voulons améliorer la coordination intramusculaire, nous travaillons avec un engagement de force quasiment maximal, ce qui permet au plus 2 à 3 répétitions. L'amélioration de la coordination intermusculaire exige une mobilisation de force complexe, parfaitement coordonnée et au cours de laquelle la stabilisation du tronc joue un rôle déterminant. Si nous voulons augmenter la force endurance, nous réalisons un entraînement spécifique à la discipline et choisissons des exercices qui exigent, en tous les cas, une légère augmentation de la force engagée. Nous obtenons une augmentation de la section transversale du muscle lorsque nous maintenons les muscles sous une grande tension avec une charge de 60 à 80% d'une 1 RM maximum pendant 90 à 120 secondes. Pour cela, nous exécutons des mouvements isocinétiques lents et les répétons jusqu'à l'épuisement momentané du muscle. Il existe différentes possibilités de solliciter un muscle jusqu'au point d'épuisement momentané, c'est-à-dire de le fatiguer jusqu'à ce qu'il ne puisse plus remplir sa fonction et réaliser d'autres répétitions. La variante la plus extrême est la méthode des répétitions forcées. Le potentiel de force d'un muscle est limité par sa masse. Normalement, nous ne pouvons pas atteindre entièrement ce potentiel de manière volontaire. Chez les personnes non entraînées,
environ 20% du potentiel sont des réserves de protection autonomes. L'entraînement de la coordination intramusculaire permet d'améliorer la capacité d'innervation, si bien qu'en cas de mobilisation maximale de la force, une grande partie de ces réserves peuvent être mobilisées. Afin de tirer le meilleur potentiel de force possible, qui est limité par la masse musculaire, je dois soulever des charges entre 85 et 100% de ma one repetition maximale. Ces charges élevées obligent le muscle à activer simultanément toutes les fibres. L'utilisation plus fréquente de cette méthode d'entraînement entraîne une amélioration de l'interaction à l'intérieur du muscle et une amélioration de la coordination intramusculaire. Mais ces charges élevées ne permettent qu'un nombre restreint de répétitions et nécessitent des pauses méritées. Les méthodes les plus importantes dans l'entraînement de la force, à savoir l'entraînement à visée hypertrophique, l'entraînement de la coordination intramusculaire et l'entraînement de la force endurance, se distinguent sur les plans de la charge, du volume, respectivement du nombre de répétitions, ainsi que sur le plan de la longueur des pauses. Nous savons qu'un entraînement de la coordination intramusculaire est très intense, qu'il ne permet qu'un nombre restreint de répétitions et exige de longues pauses de récupération. L'entraînement à visée hypertrophique, par contre, se caractérise par une intensité moyenne, un nombre de répétitions moyen et des pauses de récupération de durée moyenne. L'entraînement de la force endurance est caractérisé par des charges relativement faibles, un volume élevé et de courtes pauses de récupération. L'entraînement de la force est aussi important dans le sport de condition physique et le sport santé que dans le sport de performance et le sport d'élite. La force est un terme physique clairement défini comme tel. La force est une condition fondamentale pour toute performance physique et elle revêt différentes formes. La force maximale est la base de l'entraînement de la force vitesse lorsqu'il s'agit d'améliorer la force explosive et la force réactive. La force endurance est classée dans le registre de l'endurance. J'obtiens une amélioration de la force en augmentant la masse musculaire par un entraînement à visée hypertrophique. J'améliore l'innervation neuromusculaire par un entraînement de la coordination intramusculaire, ou j'optimise l'interaction des différents groupes musculaires par un entraînement de la coordination intermusculaire. Le choix de la méthode dépend toujours de l'objectif. Au nom de la formation des entraîneurs suisses, je te remercie pour ton attention.